Eh bien bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Donc si tu n'as jamais touché au logiciel Houdini, cette vidéo est faite pour toi. On va voir l'interface, la philosophie du logiciel à travers le modeling, texturing, lighting et rendu dans Houdini. Donc souvent ce logiciel fait un petit peu peur, donc si tu n'y as jamais touché, cette vidéo est vraiment faite pour toi parce que je vais essayer de t'expliquer comment vraiment le logiciel marche, ce qui fait qu'à la fin de cette vidéo, le but c'est que tu puisses t'en sortir tout seul, naviguer un petit peu dans le logiciel, rechercher les choses et de ne plus être contraint par une philosophie que tu ne comprends pas et surtout la façon de travailler d'Houdini qui peut être un petit peu différente mais qui est vraiment très puissante, par exemple en termes de modélisation procédurale, c'est-à-dire que tu peux modifier les choses après que tu les as déjà fait. Enfin vraiment c'est très pratique, ça on va le voir. Donc déjà au niveau de l'interface, comment ça se présente? Ici on a un viewport 3D, donc c'est là où on va voir notre 3D. Pour se déplacer, il faut utiliser Alt plus le clic molette du milieu pour pan, le clic droit pour zoomer et le clic gauche pour tout simplement rotationner. Donc globalement c'est Alt plus votre souris pour vous déplacer. Ici on va retrouver les nodes, donc on n'a aucun node pour le moment. Si je crée un cube, on va voir mon node de cube juste ici, ainsi que les paramètres liés à ce node de cube. Donc je vais créer un node de cube qui s'appelle box de Houdini, mais c'est la même chose. Ici ça s'appelle grid, alors que dans certains logiciels ça s'appelait plane ou card, mais le principe est exactement le même. Donc pour le créer, je vais cliquer dessus et je vais faire rentrer pour qu'il se mette au centre du monde. Donc ici j'ai des gizmos, mais si vous n'en avez pas, c'est peut-être que vous êtes ici en sélection. Donc vous pouvez sélectionner votre cube. Ici vous allez avoir votre cube qui est dans votre node. Ici c'est un node, c'est-à-dire une boîte, et vous allez pouvoir connecter des choses à cette boîte si vous le désirez. Donc ici on va voir tous nos objets, nos caméras, nos lumières dans cet espace-ci. Ici on rentre dans l'espace de ma lumière, de ma caméra ou de mon objet. On va pouvoir modifier et ajouter des nodes qui vont uniquement s'ajouter à ce que vous avez décidé de rentrer dans. Par exemple, ici, je rentre dans ma box, je vais pouvoir faire du modeling dedans, faire des FX, enfin, vous allez pouvoir absolument tout faire. C'est une grande force d'Houdini, mais ça, c'est important. Vous avez l'espace objet ici et vous allez rentrer dans votre espace objet pour modifier des choses. Donc avant de voir ça, on va apprendre à se déplacer. Ici on a les gizmos, donc vous pouvez vous déplacer avec les gizmos, ou alors ici vous pouvez directement vous déplacer avec les paramètres qui sont indiqués ici de spatialisation. Donc si je bouge ici en Z, on voit ici que ça bouge bel et bien mon axe Z, mais on peut directement le modifier ici en faisant clic molette de la souris, et là vous allez choisir votre échelle. Donc là je me balade à 1, ok, donc ça va bouger de 1 en 1, et si on veut être plus précis, on va pouvoir baisser et là avoir une beaucoup plus petite échelle pour être beaucoup plus précis. Donc ça c'est une grande force de Houdini. Vous allez pouvoir bouger avec l'échelle que vous choisissez. Là je vais de 10 en 10, qui fait qu'on ne voit plus rien, mais si je dézoome comme ceci et que j'ai envie de mettre mon objet très loin, et ben on va peut-être pas aller de 1 en 1 parce que ça peut être un peu long. On va aller peut-être de 10 en 10 pour aller beaucoup plus vite. Alors que si on est très proche, on va plutôt aller de 0,01 en 0,1. Là on voit que ça se déplace très légèrement, donc c'est assez pratique dans Houdini. Vous avez ça sur tous les paramètres, également par exemple le scale, vous pouvez le bouger comme ceci et ajuster ça un petit peu comme vous voulez. Bon, moi je vais tout remettre à 0 et justement on va rentrer à l'intérieur de ce cube pour pouvoir modifier ses propriétés. Donc pour toucher à ses faces, à ses arêtes et à ses sommets par exemple. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Blender, ça correspondrait à faire tabulation pour passer de Object Mode à Edit Mode. Là nous sommes en Object Mode et en double cliquant sur mon objet, on va passer en Edit Mode. Donc ici on va retrouver un nœud tout seul qui est mon nœud de box et des informations relatives à ce nœud, encore une fois de spatialisation. Ici on va pouvoir bouger, mais c'est pas du tout la même chose que de bouger dans mon espace objet. Donc je peux recliquer sur Object pour revenir ici. C'est pas la même chose parce qu'admettons que vous avez plein d'objets dedans, eux auront une spatialisation spécifique à eux-mêmes, alors que là c'est une spatialisation générale, donc c'est pas la même chose, donc bien faire attention à ça. Évitez généralement de trop bouger ici, ou alors finissez votre modeling, mais c'est comme si vous bougez votre object en Edit Mode dans Blender, c'est pas la même chose qu'en Object Mode. Donc justement, on verra quelles conséquences ça peut avoir. Donc moi je vais redouble-cliquer dessus, je vais remettre ça à 0, et ici on a un node de box. Très bien. Donc je peux cliquer sur Select ici, ok, et avoir différentes choses, différents choix de sélection, comme ici mes faces. Donc là, je vais pouvoir sélectionner mes faces. Ici, je vais pouvoir sélectionner mes arêtes. Et ici,
mes vertex. Donc là, je peux absolument tout sélectionner comme dans tous les logiciels 3D. Ça se retrouve ici, mais on peut également utiliser les raccourcis 2, 3, 4 pour naviguer entre les faces, les points et les edges. Ok, c'est un petit peu plus rapide. Donc on va sélectionner cette face-ci et par exemple la rendre plus petite pour faire une pyramide. Donc ça va se jouer ici dans le scale et dès que je vais cliquer dans le scale, il va créer ce qu'on appelle un edit. Donc vous allez voir, je vais réduire cette partie-là. Ici, on retrouve les informations liées à mon edit, ce qui fait qu'on a ma box, on a une édition de cette box pour avoir ce résultat-ci. Donc, pour visionner un nœud, je peux cliquer ici sur le petit œil. Ici, on part d'une box et là, je clique sur le petit œil pour visionner mon edit et on a un edit. Donc là, on a les paramètres liés à mon edit, ok ? Donc je peux modifier son scale, mais je peux modifier également son translate, et donc c'est les informations donc ici reliées à mon edit. Donc je vais faire CTRL Z hop, pour remettre ça, et là on a un scale qu'on peut toujours ajuster ici, ok, par exemple, ou le modifier ici, ce qui vient directement modifier tout simplement les paramètres de scale juste ici. Donc je vais faire quelque chose comme ça par exemple, et à la suite de mon edit, je vais mettre un node de poly extrude pour extruder une face, donc je tape poly extrude en faisant tabulation bien sûr et en ayant ma face de sélectionner. Ici je vais sélectionner le poly extrude et là ça va me créer une extrusion, donc il n'y a pas encore d'extrusion de fait et je vais avoir des paramètres ici qui sont les mêmes que les paramètres ici. Donc je vais avoir la distance notamment, vous voyez que quand j'augmente ma distance ça vient extruder et on peut voir que ça bouge ici dans mes paramètres, donc c'est exactement la même chose de bouger ici et ici, c'est juste qu'ils l'ont simplifié et directement mis accessible dans le viewer ici parce qu'on l'utilise fréquemment. Donc là je vais pouvoir par exemple extruder, faire un insert pour que ce soit plus petit ou plus grand. Ok, on va faire quelque chose de plus grand. Je vais remettre un poly extrude. Donc je vais revenir par exemple ici, bien sélectionner cette face, marquer poly extrude. Je clique sur le poly extrude et pareil, je vais pouvoir augmenter ma distance ici ou l'augmenter également là. Voilà, ou ici, c'est un petit peu comme vous voulez. Je vais faire quelque chose comme ça par exemple, mettre un insert plus petit et on obtient ce genre de forme. Bon, je pense que vous avez un petit peu compris au niveau du poly extrude. Maintenant, je vous montre comment ça se présente dans la structure nodale. Donc, je reclique ici et en fait, pour visionner un nœud, je vous ai dit qu'on cliquait sur le petit œil ici. Donc, ça, c'est ma forme de base. Ensuite, j'ai fait une édition pour tout simplement faire une sorte de pyramide en prenant cette face et en la mettant plus petite. Ensuite, j'ai fait un premier poly extrude et ici, un deuxième poly extrude. Mais vous voyez que contrairement à un logiciel classique, on va avoir accès à tous les nœuds, même après qu'ils ont été faits. Ce n'est pas destructif, ce qui fait qu'on va pouvoir revenir sur un nœud, modifier quelque chose et toutes les opérations après vont également être modifiées. Donc ici, j'avais ma box, j'ai fait un edit où je suis venu scale down, c'est-à-dire faire un scale en baissant, ok, pour que ce soit plus petit. Mais maintenant, si je trouve que mon premier scale down est trop petit et que je regarde le résultat final, c'est ceci. Si cette partie, je trouve qu'elle est trop petite, je peux revenir sur mon edit et ici, venir modifier mon scale. Et là, si je modifie mon scale, tout va s'adapter après. Mes deux poly extrude d'après vont s'adapter. Pareil, si je trouve que mon premier poly extrude qui est celui-ci, donc pour être sûr, on va regarder, ça c'est mon premier poly extrude. Donc ici, on a mon edit. Ensuite, on a mon premier poly extrude. Si lui, je trouve qu'il est trop petit et que après, je viens faire un second poly extrude, dans le logiciel classique, je peux pas revenir sur celui-ci. Je pourrais sélectionner toutes les edges et le baisser si je veux, mais théoriquement, je l'ai fait de manière destructive, c'est-à-dire que je viens corriger le problème après coup, mais je viens pas directement rebaisser mon extrude. Donc, je pourrais revenir sur la première extrude, donc mon poly extrude 1, qui a servi à partir de ceci pour arriver à ceci, et ça, c'est mon poly extrude 2. Donc, si on regarde, on a l'edit, mon poly extrude 1 et mon poly extrude 2, mais si on trouve que mon poly extrude 1 est trop petit ou trop grand, peu importe, on va pouvoir ajuster ici et on voit que mon poly extrude 2 s'adapte automatiquement. La partie haute va automatiquement s'adapter. Et ça vous permet de faire des formes géométriques sans vous soucier de la proportion. Vous faites tout, par exemple. Alors, c'est pas un conseil que je vous donne, mais vous pouvez le faire comme ça. Et donc, après que vous avez modélisé votre forme, vous allez pouvoir revenir directement pour modifier les proportions et tout va s'adapter en conséquence. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important à comprendre. Et de cette manière, vous allez pouvoir faire de la modélisation non destructive. Donc, si on retourne ici, on va pouvoir faire d'autres choses que de l'extrusion. On avait l'extrusion, on va pouvoir faire plein de choses comme dans tous les logiciels 3D, à savoir du bevel, du bridge, enfin tout un tas de choses qu'on peut retrouver dans tous les logiciels
3D, mais pour ça je vais me mettre ici non pas en main, mais je vais plutôt aller en polymodeling, ce qui fait que je vais retrouver des raccourcis clavier pour aller un petit peu plus vite. Donc si je sélectionne cette face-ci, au lieu de marquer poly extrude en faisant tabulation, je peux faire C, et là je vais directement avoir accès à mes outils, parce que ici je suis en polymodeling. Donc on retrouve différents outils comme le polybridge, le polyextrude, le polyfill, le booléen, on va revenir dessus, le polybevel, l'edge loop. Enfin en fait vous connaissez tous ces outils si vous avez déjà utilisé un logiciel de 3D. Ici je vais remettre un polyextrude, donc je vais cliquer dessus, je vais hop le monter, ça me crée un autre polyextrude. Alors ce que je peux faire c'est rajouter aussi des divisions si je le souhaite pour avoir un petit peu plus de divisions par exemple. Voilà, on va dire que ça nous plaît. Je vais venir extruder deux faces, donc pour ça je vais cliquer sur une face, faire Shift et cliquer sur une autre face, faire C, polyextrude, et là je vais extruder ces deux faces-ci. Donc là je pourrais rajouter des divisions comme ceci, mais je vais pas le faire pour vous montrer autre chose. Donc je vais faire C, et ici je vais utiliser un outil de Edge Loop. Donc je clique sur Edge Loop, et là je vais pouvoir rajouter une edge là où je le souhaite. Donc par exemple, ici je vais rajouter une edge, je vais refaire C, et ici Edge Loop, je vais en rajouter une ici par exemple. Je vais refaire ici un Edge Loop, en mettre une ici, et je vais refaire un Edge Loop et en remettre une ici par exemple. Je vais retourner ici dans mon sélection, et je vais sélectionner une seule face, par exemple celle-ci, et je vais refaire C et mettre un Poly Bridge. Donc une spécificité à savoir par rapport à Houdini pour le Poly Bridge, c'est que dans certains logiciels pour faire un bridge, vous allez sélectionner vos deux faces, alors que dans Houdini, il faut sélectionner une seule face, faire votre Poly Bridge et sélectionner l'autre face. Donc je fais un Poly Bridge, et là je vais sélectionner mon autre face et faire Entrée. Et là ça va automatiquement rejoindre nos deux faces, comme un bridge classique. Voilà, rien de particulier à savoir par rapport à ça. Ensuite, je vais pouvoir faire un bevel. Donc, je vais repasser en edge ici, sélectionner une edge, faire C, et ici faire un poly bevel. Ici je vais pouvoir augmenter si je souhaite la distance qui est de mon bevel et rajouter des divisions juste ici. Et là on voit que ça donne ce que ça doit donner. Mais admettons que je me suis trompé ou que je trouve que par exemple cette barre-ci est trop courte, et ben je vais directement retourner sur le polyextrude qui correspond à cette extrusion-ci. Donc je reviens en arrière. Donc par exemple ici on voit qu'il n'y est pas et qu'ici il y est. Donc c'est le polyextrude 4. Je vais aller tout à la fin. Ok, donc on a fait tout ça après, et là je vais seulement modifier mon polyextrude 4, modifier sa distance pour que ce soit plus proche, et là ça vient automatiquement tout modifier. Et là vous voyez un petit peu la force d'Houdini. Là je peux modifier ça après cours. Vous voyez mon polybridge va s'adapter, tous mes edges vont s'adapter, et c'est ça vraiment la force du nodal. Donc Houdini est vraiment très puissant pour ça. Vous voyez un petit peu toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec ce type de modélisation. Donc je vais retourner dans mon object mode, et par exemple ici je vais créer une sphère, je vais faire Entrée, je vais déplacer ma sphère ici. Là, je peux rentrer dans les paramètres de ma sphère, venir ici sélectionner une face, par exemple. Donc, je clique sur face, venir faire un polyextrude. Donc, c'est polyextrude. Je vais extruder une face. Ok, donc on a ça. Bon, je sais pas trop ce que ça représente, mais vous voyez un petit peu l'idée. Je peux créer des edges en faisant C et ici en mettant un edge loop. Cet edge loop, je vais par exemple le mettre juste ici. Et si je décide de mettre un petit peu plus d'edge, je peux augmenter. Vous voyez? Là, ça va rajouter automatiquement des edges. Tu peux venir sélectionner une surface ici, venir l'extruder en faisant C polyextrude. Hop, là, je viens extruder. Je viens également rajouter des edges en faisant C edge loop. Vous voyez que c'est vraiment très rapide. Ici, je peux en rajouter. Donc, je vais en mettre par exemple 2. Pareil, ici, je vais faire C edge loop, en remettre 2. Donc, ici, hop, j'en rajoute. Je viens sélectionner ensuite cette face-ci. Je vais faire C, mettre un polybridge, faire Shift sur mon autre face et faire Entrée, et automatiquement ça va rejoindre mes edges. Donc je pense que maintenant vous commencez un petit peu à comprendre comment fonctionne la modélisation dans Houdini. Donc je vais supprimer ces deux objets comme ceci, et je vais créer une box, venir faire Entrée, et maintenant on va donc créer une chaise de manière assez simple. Donc ce qu'on pourrait se dire pour créer une chaise, c'est de commencer par le socle. Là on va s'asseoir, donc on pourrait réduire sa taille comme ceci. Alors c'est une très mauvaise technique, justement je vais vous montrer pourquoi. On pourrait faire ça, lever cette chaise comme ceci, ensuite ici passer dans l'object mode et venir directement mettre des arêtes, les extruder vers le bas et un petit peu construire notre chaise. Le problème de cette technique, c'est que ici je modifie dans mon espace objet, et tout ce que je vais mettre ici sera donc aplati et subiront les conséquences de ce 0,1 ici. Admettons que je rentre dans mon espace objet, et dans cet espace objet je veux mettre une sphère comme ceci, donc polygone par exemple, on s'en fiche un petit peu, on va la rediriger
regarder, et là ma sphère elle sera toute plate. Pourquoi? Et bah tout simplement parce qu'elle subira ce qui a été fait dans mon espace objet, c'est-à-dire mon scale ici en Y à 0,1. Donc pour compenser, ici je pourrais mettre évidemment un scale à 10, ce qui compenserait en Y, mais bon c'est pas l'idée, mais ça pourrait marcher. Je mets un transform ici, hop, je mets mon transform, je regarde mon transform, et dans le Y en scale, je pourrais mettre 10. Ce qui fait qu'on retourne à une forme d'origine qui devrait être tout simplement notre sphère de base si on n'avait pas eu l'influence ici dans mon espace objet. Donc ici pour la sphère, ça peut ne pas trop déranger si on vient mettre un transform à 10, mais vous voyez un petit peu le genre de problème qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que je vous conseille de rien modifier ici, surtout en termes de scale. Donc on va remettre ça à 1, ici on va le remettre à 1, ici on va le remettre à 0. Donc là on n'a absolument rien touché. On va renommer ceci chaise et on va rentrer à l'intérieur et on va plutôt modifier ici la size. Donc là ça va pas avoir de conséquences si je crée une sphère juste ici. Donc là on va créer tout simplement quelque chose comme ça, ok, peut-être 0,05. On va lever ça vers le haut, voilà. On va partir de cette base-ci par exemple. On va rajouter beaucoup plus de divisions ici, donc 10 par 10 par 10, ok, peut-être un petit peu moins, on va voir, ouais, on va peut-être être un peu plus léger en allant 6 par 6 par 6, et on va aller en mode de sélection, et on va sélectionner 4 faces, les 4 faces du dessous, tout simplement, celle-ci, hop, je viens faire C pour faire un poly-extrude, et donc extruder vers le bas, comme ceci. Donc ici, on va pouvoir gérer notre distance, ok? On pourrait mettre ça pile poil au sol, mais là, on va pas trop se prendre la tête. Donc les pieds sont évidemment très gros. Mais justement, on va faire quelque chose de pas forcément proportionnel et on va voir comment corriger ça après. Donc ici, je vais sélectionner ces deux faces-ci, pouvoir extruder pareil vers le haut en faisant un poly-extrude. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, on va dire qu'on est bon. Je vais rajouter pas mal de divisions. Ok, je vais réunir deux faces, donc sélectionner cette face-ci et je vais pas sélectionner cette face-ci en face justement. On va avant créer notre polybridge, donc polybridge. Ensuite, je fais shift sur la face qui est en face. Donc, je pense que c'est celle-ci, on verra bien. Et je fais entrer, ouais, bingo, c'était celle-ci. Donc là, je viens de réunir deux faces. Donc ça ressemble pas trop à une chaise, on aurait dû sélectionner plusieurs faces, je pense. Donc CTRL Z. Ici, je vais un petit peu modifier mes divisions, mettre un petit peu moins. Voilà, quelque chose comme ça. Sélectionner ces deux faces-ci, venir faire C polybridge. Et ensuite, je vais sélectionner ces deux faces-ci, faire entrer, donc là ça va réunir nos faces, ok, donc vous voyez que ça ressemble un petit peu à une chaise, je dis bien un petit peu. Ensuite je vais sélectionner ces deux faces, faire ces poly-extrude, on commence un petit peu à connaître, je vais faire quelque chose comme ça. Ici je vais un petit peu rapprocher ces faces, donc je vais pouvoir utiliser ici l'outil de scale, dire un petit peu rapprocher. Okay, par exemple comme ça, et là je vais créer deux edges, donc je vais faire un edge loop, donc C, edge loop, je vais créer une edge ici par exemple, qui est le premier point. Ici, je vais faire C, je crée par exemple une edge juste ici. Le but, c'est pas d'être précis, mais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais ici venir étendre ces deux faces. Donc, je prends ces deux faces, là, un petit peu les monter vers le haut. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Ici, je vais également les rapprocher. Donc, je vais utiliser le scale, les rapprocher, et je vais réunir ces deux faces. Donc, je sélectionne cette face, je fais C et je fais un polybridge juste ici. Je fais Shift et je clique sur cette face. Je fais entrer et là je vais réunir mes faces. Et ici dans mon polybridge, je vais pouvoir rajouter des divisions, donc juste une, donc ici j'en mets deux, donc parce qu'elle en a une de base. Pour rajouter une division au milieu, je vais pouvoir ici cliquer sur le edge pour sélectionner mes edges, double-cliquer sur cet edge, donc ça va automatiquement sélectionner toutes les edges qui sont autour, donc un edge loop. Et ici, dès que je vais cliquer sur le Move, ça va créer un nœud de Edit. Donc, je vais soulever vers le haut, par exemple. J'ai un truc assez bête. Et cet edge-ci, je vais décider de faire un bevel dessus. Donc, je double-clique, pareil, je sélectionne cet edge et je vais faire C et Poly Bevel. Et là, je vais augmenter la distance, comme ceci, augmenter le nombre de divisions pour créer un arrondi, par exemple. Donc vous voyez un petit peu le principe, donc c'est très moche ici, il aurait pu baisser ses faces, enfin, il y a plein de trucs à faire pour faire une belle chaise. Niveau proportion, on n'y est absolument pas, mais justement comment on va pouvoir modifier ça. Donc par exemple ici, si je trouve qu'on est monté beaucoup trop haut, et ben justement on va regarder ici où on est vraiment monté, je vais revenir en arrière. Donc par exemple sur le deuxième poly extrude, c'est-à-dire celui-ci qui monte
haut, donc je pourrais baisser sa distance et normalement tout va s'adapter juste après. Donc je vais regarder le résultat final de mon polybevel, je vais baisser la distance et là tout vient automatiquement se baisser. Donc maintenant notre chaise est un petit peu plus cohérente et là ce qu'on va voir c'est ce qu'on appelle du low poly, c'est-à-dire qu'on va pas avoir beaucoup de division, c'est un modèle low poly, mais si on veut le passer en high poly, avoir un petit peu plus de définition, on va utiliser une méthode de subdivision par Bézier. Donc pour ça il y a un node qui s'appelle le subdivide. Je pense que c'est pas trop compliqué à deviner. On met mon subdivide juste ici, hop, et on va le visionner. Et là, ça fait un truc assez bizarre. Le résultat est pas terrible. En tout cas, on pourrait le croire. Ici, mes pieds sont complètement off. Ça change complètement de forme. Et ça, c'est entièrement normal. Donc, par exemple, je vais le mettre à 3. Donc là, vous voyez que ça rajoute énormément de détails et de division. Et ça va venir interpoler mes edges par un concept de Bézier. Donc, pour te montrer et illustrer un petit peu ça, je vais revenir sur ce polybevel ici. Et en fait, ça fonctionne comme dans tous les logiciels 3D. Donc, ici, je repasse en sélection et en edge, juste pour te montrer. Ici, on va voir une edge, ici une deuxième et ici une troisième. Ce qui fait que le Bézier, lui, va venir interpoler entre ces trois edges pour justement venir faire une sorte d'arrondi, venir smoother ça par une méthode donc de Bézier. Donc on retrouve ça aussi dans la rotoscopie. Vous avez des splines par Bézier et en fait c'est exactement le même principe en modélisation. Donc pour pallier à ce problème qu'on peut avoir mais qui n'en est pas un, c'est un problème choisi si on veut, on va devoir rajouter des edges là où on en a besoin pour que automatiquement il fasse le bon arrondi. Et justement l'arrondi, c'est nous qu'allons le choisir en fonction de la distance des edges. C'est-à-dire que là nos edges sont très éloignés, donc évidemment si je mets un subdivide, lui va venir faire un arrondi entre ces trois edges. Mais justement si avant mon subdivide je viens rajouter une edge juste ici et une edge juste ici, il va faire l'arrondi entre les trois, mais étant donné qu'elles sont très proches, et bah ça va suivre la forme. Donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Le Bézier, ça va se faire avec trois edges à chaque fois. Donc les trois edges ici, par exemple si on prend cette edge également, ça va le faire avec celle-là et donc celle qui est ici. Donc à chaque fois les trois edges dans tous les axes. Donc je vais pouvoir faire C et edge loop pour ajouter une edge. Je vais en rajouter une par ici, par exemple. Je vais refaire C edge loop et je vais en rajouter une également ici. Donc normalement, je dis bien normalement, bon, j'en suis sûr, ce côté-là sera conservé et ça va venir interpoler entre ces trois edges, ce qui fait que maintenant, hop, si je range un petit peu ici, donc après nos polysplits, c'est-à-dire nos rajouts d'edge, on va avoir un subdivide, et là on voit que ça a bien conservé ce côté-là, alors que ici, c'est complètement arrondi, étant donné qu'on ne lui a pas rajouté d'edge. Donc si je reviens ici et que justement je rajoute des edges, donc je vais faire C edge loop, j'en rajouter une juste ici, voilà. Là, on va regarder que maintenant mon subdivide, là, on retrouve la forme d'origine parce qu'il est venu interpoler entre cette edge-ci, cette edge-ci et cette edge-ci qu'on retrouve juste ici. Donc on va pas passer plus de temps sur le concept de Bézier et de subdivision. Ça, tu peux le retrouver dans tous les logiciels 3D. Il y a des super vidéos faites sur ça. D'ailleurs, j'en ai fait une sur la modélisation de manière générale où j'explique ce concept qui est super important. Mais pour comprendre un petit peu Houdini, on va enlever le subdivide et bosser sur une version low poly. Donc ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus agréable et surtout beaucoup plus simple. Alors nous venons de voir les bases du modeling sur Houdini, mais là on n'a qu'un simple objet 3D tout gris. On aimerait bien lui rajouter de la lumière et des textures et pouvoir effectuer un rendu. Donc comment on fait ça? Alors pour rajouter de la lumière, c'est pas bien compliqué. Ici on retrouve Light and Cameras, donc notre caméra, et No Light. On a différentes lights qui sont les mêmes dans tous les logiciels de 3D. Area Light, on va avoir une Directional Light qui est la Distant Light. Les noms diffèrent un petit peu, mais globalement ça fonctionne pareil. Donc moi je vais partir d'une Point Light et ici automatiquement il va me créer un node de Point Light qui correspond donc à ma lumière. On voit bel et bien que c'est une lampe juste ici, donc on se doute que c'est pour la lumière. Ici je suis automatiquement en vue de ma lumière. C'est le seul logiciel de 3D qui propose ça. Je trouve ça assez sympa, bizarre en premier abord mais c'est plutôt cool. Donc ici je vais locker ma vue et je vais tout simplement bouger ma lumière parce que là je suis dans la vue de ma lumière, ce qui fait que quand je me rapproche, vous voyez que là, ma chaise vient s'illuminer parce que moi, j'agis comme une lumière. Donc, je suis en vue lumière. En fait, c'est comme si la lumière se déplaçait. Donc, je vais la mettre au-dessus, par exemple. Je vais sortir de cette vue en décochant le petit cadenas juste ici. Hop, je sors de la vue et on voit qu'elle s'est spatialisée là où on était. Donc, je peux un petit peu la rapprocher et vous voyez que ça agit comme une lumière.
Voilà, rien de plus par rapport à ça, c'est une point light. Donc moi, ce que je peux faire, c'est la mettre un petit peu plus au sol. Et pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des ombres, ce genre de choses, c'est quand même plus sympa d'avoir une grid. Donc je vais créer une grid, faire rentrer. Et là, je vais avoir une grid qui est placée au sol. Donc au niveau de la lumière des ombres, ça va être quand même un petit peu plus sympa que de seulement avoir une chaise. Donc ma chaise, je vais un petit peu la lever ici, dans le translate dans l'axe X, pour que ça soit à peu près bien calé. Donc si je regarde ici, on touche pas tout à fait le sol, ok, on va pouvoir un petit peu baisser, donc je zoome, et là, très légèrement, je vais venir baisser, voilà, comme ça. Ensuite, je vais dézoomer. Donc là, on a notre lighting qui est fait sur notre scène, mais nous, on aimerait bien rajouter des matériaux pour le sol et pour la chaise. Alors, pour les matériaux, on va retrouver ici le Material Palette, et là, on va voir un tas de matériaux déjà disponibles dans Houdini, qui sont des presets que vous allez pouvoir ajouter. Donc, par exemple, je vais taper Wood, comme bois en français, faire entrer, et ici, on retrouve le Wood Chips. Je vais le mettre juste ici, et on va chercher un autre matériau, par exemple, je sais pas, on va un petit peu se balader ici, et on va par exemple prendre celui de brique juste ici, et je vais le mettre également ici. Alors pour appliquer un matériau à un objet, c'est pas bien compliqué. Alors vous avez plusieurs manières de le faire. Soit vous prenez votre matériau ici et vous le glissez directement sur votre géométrie, et là vous aurez votre matériau sur votre géométrie. Soit directement dans l'espace objet ici, vous sélectionnez votre matériau. Donc ici c'est le sol, je vais le renommer sol. Je vais aller dans render, et là automatiquement vous voyez qu'il a retrouvé le chemin. Il va dans l'espace matériaux, et il va chercher bricks. Donc ça correspond à aller ici en fait dans matériaux, et il va chercher bricks. En fait, tous les matériaux que vous importez dans votre material palette juste ici vont être visibles dans la partie material juste ici. Sauf que là, on va avoir une structure nodale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir plugger des textures directement. Donc ça fonctionne comme un shader tree classique. On va pouvoir importer des textures, venir les plugger. En fait, si vous avez déjà utilisé Blender, ça fonctionne comme ça. Donc soit vous décidez de travailler ici vos textures et vos shaders, ou alors soit vous décidez de travailler ici. C'est exactement la même chose. Par exemple, ici, je vais aller dans Surface et je vais retrouver Base Color. Et là, je peux directement soit lui plugger une couleur, ou alors ici, je peux modifier ma Base Color. Ça revient à faire la même chose, juste de deux manières différentes. Donc pour les utilisateurs de Blender, ça revient à faire votre shading directement dans le layout, là où vous retrouvez vos paramètres juste en bas, ou alors vous pouvez le faire dans la fenêtre shading avec les nodes. C'est exactement pareil dans Houdini. Bon, on va pas trop s'en préoccuper pour le moment, on va retourner dans Object juste ici, et donc on a vu qu'on pouvait importer un matériau directement ici, donc on peut cliquer juste ici et aller chercher mon matériau. Donc là, on va dans Matte et on prend Bricks. Donc soit je le prends et je le glisse juste ici, ou alors je peux directement venir le changer ici. Vous voyez que là, la texture, elle change parce qu'on n'a plus le même matériau. Donc moi, je vais remettre ici Bricks, faire Accept, et on va avoir une troisième manière d'importer un matériau. Donc je vais retourner ici sur mon objet, je vais rentrer dedans, ok, et ici, je vais mettre un nœud de Material. Donc je désélectionne absolument tout. Je vais faire Material. Ici, je vais prendre mon node de Material, le connecter à la suite, comme ceci, le regarder, et là je vais pouvoir importer directement mon matériau, donc de Wood Chips, faire Accept, et là, pareil, j'aurai un matériau qui est appliqué à ma chaise. À savoir que je peux avoir un groupe ici si je souhaite seulement mettre mon matériau sur certaines surfaces. Donc si on veut, ça peut être assez pratique, je vais vous montrer. Donc je sélectionne ces deux faces-ci, je fais tabulation et je vais créer un node de groupe. Automatiquement, ici, ça va me créer un groupe avec les faces ici, ces deux faces-ci. Alors, dans mon groupe, je peux changer le nom et l'appeler par exemple face shading, comme ceci. Donc ça va être mon groupe name. Ça va pas être le groupe de mon nœud à bien différencier. Ça, c'est mon node avec comme nom groupe 1. Par contre, le nom de mon groupe, c'est bien Face Shading, ce qui fait que maintenant, dans Material, je peux aller voir ici, mon matériau va automatiquement s'appliquer sur tout, mais je peux choisir un groupe, celui que j'ai créé juste avant, et ici, je peux appliquer ma texture uniquement sur Face Shading. Et là, on voit bel et bien que ma texture s'applique uniquement sur Face Shading. Donc ici, je vais revenir dans l'Object Mode, je vais mettre une caméra, pour t'illustrer tout ça. Donc là, évidemment, je suis en vue caméra, je vais me placer comme ça, par exemple.
je vais sortir de ma vue caméra et pour pouvoir effectuer un rendu sur Houdini pas bien compliqué, on va dans Render View juste ici et on génère un rendu en cliquant sur Render. Donc ça peut prendre un petit peu de temps à générer la scène, mais là on voit très bien que ça fonctionne exactement comme on l'avait prédit. On a bel et bien notre texture de brique sur le sol et sur notre chaise on a uniquement une texture sur les faces que l'on avait sélectionnées. Pareil, notre lumière est bien mise, elle est un petit peu plus sur la gauche, donc elle va créer des ombres comme ceci, et donc on voit que le résultat est comme on l'attendait. Et donc en termes de résultat, c'est exactement ce qu'on lui a demandé. Donc ici je vais faire pause, parce que si je fais pas pause, chaque action que je vais faire dans Houdini, ça va calculer. Ce qui fait que votre Houdini, sans que vous vous en rendez compte, va être super lent, parce que chaque action que vous allez faire, ça va recalculer en arrière-plan. Par exemple, je suis dans le Scene View ici, et je modifie ma lumière, automatiquement ça va recalculer, donc bien penser ici à faire pause, très important. Donc je retourne dans ma Scene View, ici je vais double-cliquer sur ma chaise pour rentrer dans mes propriétés et je vais supprimer ce groupe-ci pour que ma texture s'applique partout. Donc je vais supprimer mon groupe juste ici parce qu'on n'en a pas besoin, c'était juste pour te montrer. Et donc on a vu trois façons d'appliquer une texture, soit vous mettez un nœud de matériau à la fin de votre modélisation, soit vous allez dans le Material Palette et directement vous prenez votre texture et vous la lâchez sur l'objet dont vous voulez que votre shader ou votre texture s'applique. Ou alors soit vous allez directement sur votre objet et vous allez chercher dans Render votre texture juste ici. En fait c'est exactement la même chose, le résultat est le même, c'est juste trois manières différentes de le faire. Un petit peu pour que tu comprennes comment marche le logiciel et qu'il n'y a pas forcément une manière pour le faire. Certaines manières peuvent être plus adaptées, par exemple ici ça peut être compliqué pour lui mettre des groupes, ce genre de choses, mais si vous avez juste une texture pour tout, bah vous embêtez pas, glissez-la directement et elle va apparaître ici. Enfin c'est selon ce que vous avez besoin de faire, c'est pour ça que je te montre trois façons de le faire, même si je suis sûr il en existe bien d'autres. Alors je vais générer ici un nouveau rendu pour voir ce que ça nous donne et on va voir quelques petits problèmes, surtout au niveau de la texture de la chaise qui est vraiment très bizarre et ça c'est normal parce que ici si on va dans Material et on sélectionne donc la Wood Chips, on va voir ici accès aux paramètres de mon shader et donc de ma texture que je voulais plugger. Donc ici c'est une texture qui est enregistrée dans vos dossiers Houdini automatiquement parce que c'est un preset, donc on n'a pas de souci au niveau de la texture qui lui a appliqué. Par contre ici on va avoir du volume et ça va être créé par ce qu'on appelle du displacement. Donc ici je vais aller dans le displacement et je vais décocher Enable Texture Displacement. Donc je décoche ça et là il recalcule et on est bon, en tout cas au niveau de notre displacement. Et là tu peux voir que dès que j'ai décoché, automatiquement il recalcule, donc c'est pour ça que je te disais de faire attention ici, de bien faire pause quand tu ne souhaites pas revisualiser le rendu. Donc ici c'est pas trop mal, on va voir quand même des problèmes au niveau des UV, donc je peux te montrer un petit peu comment ça se passe les UV ici dans Houdini. Donc je vais stopper mon rendu, retourner dans Scene View, ici retourner dans Object, aller dans la chaise et donc avant de lui appliquer ma texture, on va un petit peu voir les UV. Donc je continue à regarder ma texture juste ici, par contre je vais sélectionner ceci et on va mettre un node qui s'appelle l'UV Unwarp. Donc je vais te montrer, on va faire UV Unwarp. Donc on a ce node-ci, on va pouvoir le mettre juste ici, et là on voit que c'est complètement différent, il a unwarpé la texture. Donc on va être beaucoup plus cohérent au niveau de texture, donc ça correspond à l'unwarp également dans Blender, c'est un petit peu la même chose, c'est un petit peu le même fonctionnement. Donc on a ce genre de choses. Très bien, et on va pouvoir modifier grâce par exemple à un UV Project. Donc je vais mettre un UV Project, le mettre juste après, le regarder, et là vous allez voir que ça va complètement changer nos UV, ils seront bons dans ce sens, ils seront plus bons dans l'autre sens, donc c'est là qu'on va pouvoir gérer nos UV. Donc par exemple avant mon UV Project, je vais pouvoir sélectionner deux faces. Alors je vais juste enlever ici l'UV Project, regarder mon matériel, donc on a ceci, et si je trouve que ces deux faces-ci sont beaucoup trop grosses au niveau de la texture, je vais regarder mon Unwarp, et ici je vais sélectionner mes deux faces, créer justement un groupe, comme on l'a fait juste avant. Vous allez voir que ça peut s'appliquer à un système d'UV également, donc après mon UV Unwarp, je vais créer un groupe, je vais laisser groupe 1, ok, on va pas se prendre la tête par rapport à ça. Ici j'ai un UV Project que je reconnecte à mon matériel. Donc ici mon UV Project va s'appliquer sur absolument tout, sauf si ici je lui demande de mettre en groupe mon groupe 1 qui est uniquement dédié à ces deux faces, parce que ici dans mon groupe on est venu créer tout simplement un groupe qui comporte la face 220 et 219,
Et ici, si je clique sur le Display Primitive Numbers, on retrouve bien 219 ici et 220. Donc ça, c'est un moyen de visionner vos faces qu'on appelle des primitives sur Houdini. Et là, je vais aller dans mon UV Project qui est consacré sur ces deux faces. Et là, on voit la façon dont ça se projette. C'est tout simplement dans ce sens-ci, alors que ces faces sont dans l'autre sens. Donc je vais pouvoir modifier la rotation. Ici, je vais mettre 0 par exemple. Et là, maintenant, on est dans le bon axe. Je peux aussi modifier le scale pour gérer un petit peu mieux ma texture, comme vous le voyez ici. Et de cette manière, vous allez pouvoir gérer vos textures dans Houdini. Donc vous pouvez unwarper et ensuite régler des problèmes avec un UV Project et en mettant en groupe des faces spécifiques par exemple. Donc voilà, le but c'est pas de faire des bons UV pour la chaise, mais t'expliquer un petit peu comment ça marche et pour que toi tu puisses le reproduire sur tes objets. Donc ici je vais revenir dans Object et on va voir comment rendre une image depuis Houdini et surtout depuis Mantra, parce que là on utilise le moteur de rendu Mantra. Donc si je régénère ici, on va voir mon rendu final maintenant, c'est-à-dire celui-ci avec nos UV qui sont différents sur cette partie-ci. Donc nous, c'est ce qu'on voulait. Et si on veut rendre ça, il y a une fenêtre spécifique dans Houdini. Comme pour chaque chose, il y a une fenêtre qui est dédiée. Donc, vous en doutez sûrement, ça va être ici la fenêtre Out. Et ici, on va seulement retrouver un seul node qui est le mantra IPR. Et là, les infos relatives à ce node qui sont les infos de rendu. Donc ici, je peux choisir le nombre de frames que je vais rendre. Automatiquement, il va se mettre en render current frame, ce qui fait qu'il va rendre votre frame courante. Mais si vous souhaitez rendre une séquence d'images, vous pouvez faire render frame range. Et ici, il va vous rendre votre frame range, à savoir de 1 à 240. Mais si je souhaite choisir un autre nombre, par exemple, je rentre de 1 à 10, vous voyez que ça ne va pas du tout marcher ici parce que automatiquement il va se mettre en 240. Peu importe ce que je lui mets ici, ça ne marchera pas parce qu'il est linké. Le 240 ici, il y a une expression qui fait qu'il est linké au 240 qui est là, qui fait que maintenant si je mets 120 ici, automatiquement ici ça va être 120. Sauf que si je souhaite ne pas changer ici le nombre de frames, si j'en veux toujours 240 mais uniquement rendre 10 frames, ce que je peux faire c'est casser ce lien et pour le casser, ce que vous allez faire c'est CTRL SHIFT plus clic gauche et là vous venez casser ce lien. Et maintenant, je peux mettre 10 si je le souhaite. Ici, on va voir l'endroit où je vais rendre. Donc, si vous voulez, vous pouvez cliquer juste ici pour choisir la destination de votre fichier dans lequel vous voulez rendre. Donc, gardez bien cette nomenclature. Le $F4 peut être très important pour rendre une séquence d'images, par exemple. Laissez ça, remplacez juste votre dossier. Le heap name, vous pouvez également le remplacer par votre nom de rendu. Et le slash render, évidemment, ça va être tout le chemin que vous choisissez. Ici, on va retrouver des choses qui peuvent être intéressantes, comme le 16 bits, extra image planes. Ici, on va retrouver notamment toutes les passes que l'on souhaite rendre. Donc, la normale, la combine, enfin, ça, on connaît un petit peu si on a déjà fait de la 3D. Sinon, on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. C'est comme une vidéo sur les bases. Pareil pour le deep output, c'est tout simplement pour rendre des images en deep et pouvoir faire dans Nuke du deep compositing. Voilà, rien de spécifique par rapport à ça. Les cryptomates, c'est un layer qui vous permet de sélectionner chaque objet indépendamment ensuite au compositing. Donc, pareil, on va pouvoir créer des cryptomates pour pouvoir les exporter. Et si je souhaite rendre, maintenant il me suffit de cliquer sur Render to Disk et là le rendu est parti. Donc ça c'est pour Mantra. Mais il y a un autre moteur de rendu depuis quelques versions dans Houdini qui s'appelle Karma et qui est accessible via Solaris par exemple. Donc on va voir ça, le Karma Solaris. Donc Solaris ça va être dédié au look development. Pour ceux qui connaissent Katana, ça fonctionne globalement de la même manière. Enfin c'est quand même bien différent mais l'utilité est la même. C'est là on va faire ce qu'on appelle le look development et Karma ça va être un moteur de rendu tout comme Mantra mais beaucoup plus rapide parce que Houdini ne développe plus Mantra, donc je vous conseille de pas trop vous attarder sur Mantra mais plutôt sur Karma qu'on va voir tout de suite. Donc ici, je ne vais pas rester en Object, mais je vais aller dans Stage et je vais importer ma scène 3D. Donc pour ça, je fais tabulation, import, et là on va retrouver différentes choses comme le scene import all, le scene import caméra, light, material. Donc moi, je vais importer ça séparément juste pour te montrer. Je vais faire un scene import juste ici, et là, on n'a plus rien. Pourquoi? Parce que on va lui dire justement quoi importer. Donc ici, on a un slash object, ce qui fait qu'il va importer tout ce qui est dans objet. Donc ici, on n'a rien. Mais si je mets une étoile, il va importer tout ce qui est dans objet. Et là, il importe ma lumière, il importe ma grid juste ici, il importe ma chaise. Pourquoi? Parce qu'il va importer ce qui est dans objet juste ici, donc slash object. Et ensuite, je lui mets une étoile. Donc en mettant une étoile, on va dire à Houdini d'importer absolument tout ce qui est à l'intérieur d'objet.
Donc je retourne dans Stage juste ici et je vais pas mettre Object, mais je vais plutôt aller chercher les éléments que je souhaite importer, donc à savoir ma chaise et mon sol. Par exemple, j'importe ces deux éléments, je fais Accept Pattern, et ici on voit bien qu'il va dans Object et chercher mon sol. Donc dans Object et ici mon sol. Voilà, rien de plus compliqué. Il fait exactement la même chose, donc Object et chaise. Donc logiquement ici, on a juste ma chaise et mon sol, comme c'est indiqué ici. Maintenant, si je souhaite importer ma lumière, très simple, on va faire un import et ici light pour importer ma lumière. Donc ici, il va tout chercher. Nous, on veut seulement qu'il aille chercher donc ma lumière. On va faire accept pattern et ici, il va donc chercher uniquement ma lumière. Pareil, si on souhaite importer ma caméra, on va faire un import caméra, juste ici, et là, on va aller chercher donc ma caméra, donc cam 1, accept pattern. Ici, dans mon stage, j'aurai donc ma caméra, ma lumière et mes objets. Très bien. Sauf que si je regarde donc mes objets, on a accès à mes objets. Si je regarde ma lumière, on n'aura uniquement que ma lumière. Et si je regarde ma caméra, on aura donc uniquement, naturellement, que notre caméra. Donc selon ce que l'on regarde, on va voir ce qu'on a importé, tout simplement. Maintenant, si je souhaite avoir dans la même scène ma caméra, ma lumière et mes objets, pour ça, on va utiliser un node qui s'appelle le merge. Donc je vais faire tabulation, merge, et ici je vais pouvoir merger ces différents éléments ensemble pour les avoir dans la même scène. Donc je vais regarder mon merge. Pour le moment, il n'y a rien du tout, mais je vais connecter mes objets, je vais connecter ma lumière et je vais connecter ma caméra. Et là, j'ai absolument tout. Donc on est plutôt content, sauf qu'on aimerait bien avoir un rendu. Donc pour le moment, ça donne ce que ça donne aux données. On a importé notre scène entière, à savoir qu'on peut uniquement importer notre scène avec un seul nœud. Mais là, c'était pour montrer comment importer différents éléments et venir les merger ensemble, tout simplement. Donc on a dit que le moteur de rendu, c'était Karma. Alors on va faire tabulation et justement taper Karma. Ici, je vais mettre Karma, le connecter juste ici et ça va nous créer deux nodes. Donc, je vais le connecter ici et là, je vais le regarder. Et ici, on a deux nodes différents. Alors, il y en a un qui va être dédié au setting de Karma et il y en a un, on va pouvoir lancer le rendu. Et par exemple, si vous avez une farm, c'est là où vous allez linker les choses, ce genre de choses, faire des scripts. Pareil, choisir ici de rendre les frames que vous désirez. Et dans le node Karma Setting, ça va être les rendus, par exemple, de vos samples, de vos différentes passes. Si vous utilisez le CPU ou le XPU. Donc le CPU, ça va être votre processeur et le XPU, ça va utiliser les deux. Donc c'est une technologie assez intéressante dans Karma. Mais chose qui est aussi plutôt cool, c'est que vous allez pouvoir, tout comme dans Blender, avoir dans votre viewport un rendu 3D. Donc ça va pas être de l'OpenGL, mais aussi un rendu 3D qu'on ne peut pas avoir avec Mantra. Vous vous souvenez ici, pour pouvoir notre rendu 3D, on était obligé d'aller dans Render View, ce qui est un petit peu dommage, alors que là, on peut directement voir notre rendu 3D dans notre scène. Pour ça, vous cliquez ici sur Perspective et vous n'allez pas utiliser le Houdini GL qui est l'OpenGL de Houdini, mais par exemple le Karma CPU ou XPU. Donc moi je vais prendre le CPU et là on va avoir une visualisation de notre rendu 3D. Donc il peut prendre un petit peu de temps à générer, mais là on a quand même une visualisation de ce que notre image finale va être et ça c'est nettement plus intéressant pour pouvoir changer les shaders, que ça recalcule pas à chaque fois. Enfin c'est quand même assez pratique. Donc évidemment ça recalcule. Ici si je le souhaite avec un edit, je vais pouvoir bouger ma lumière. Donc évidemment ça prend un petit peu de temps, c'est pas du temps réel, c'est pas un moteur de rendu en temps réel, mais en bougeant notre lumière on peut voir un petit peu ce que ça donne. Ok, donc ça peut être super pratique de ce point de vue là, d'avoir directement un rendu dans le viewport. Moi je vais effacer évidemment mon edit et mon light mixer. Voilà, c'était juste pour te montrer ce qu'il est possible de faire. Et pareil ici, si on va dans Karma, on retrouve des réglages assez similaires, à savoir ici par exemple dans l'image output les différentes passes qu'on peut utiliser. Donc si on les coche, elles vont être rendues. Donc la passe de diffuse, la passe de réflexion, chaque élément peut être rendu séparément. En tout cas vous pouvez les encapsuler dans un seul rendu et déplier vos passes à l'aide d'un shuffle dans Nuke par exemple, pour ceux qui connaissent. Au niveau du rendu 3D, c'est assez similaire à Mantra. On retrouve également le Deep Output. Donc ça, il était présent dès sa première version. Et avoir un moteur de rendu qui supporte le Deep dès sa première version, c'est quand même assez rare. Cycles ne le fait pas encore et ça, c'est dommage. Donc on va pas aller dans les spécificités du moteur de rendu parce qu'il n'y a rien de vraiment intéressant. Ici, ça va être surtout au niveau des samples. Donc plus vous allez mettre de samples, plus votre rendu sera qualitatif. Mais évidemment, plus il sera long. Pareil, ici, on va pouvoir se mettre en vue
caméra. Donc on a importé notre caméra et c'est pas pour rien. Donc on va pouvoir se mettre en vue caméra. Et ici, important dans Karma, vous allez lui dire de bien rendre avec votre caméra. Donc ici, il va bien chercher votre cam 1. Ça c'est assez important pour qu'il puisse rendre avec la bonne caméra. Donc voilà pour les bases de Houdini. Donc j'espère que ça t'aura plu, que maintenant tu comprends un petit peu le logiciel, comment faire du modeling, venir mettre des textures, l'interface Mantra, l'interface Karma, tu vois un petit peu que c'est différent et surtout pourquoi il vaut mieux utiliser maintenant Karma. Mais je voulais quand même te montrer Mantra parce que ça me semble important pour comprendre aussi le logiciel et la force de Karma aussi. Mais tu peux quand même utiliser Mantra si tu veux, parce que maintenant tu sais faire. Peu importe, tu peux switcher d'un moteur de rendu à l'autre parce que maintenant tu comprends comment tout ça marche. Et si ça t'intéresse, j'avais une petite idée, c'est de refaire la série des donuts de Blender Guru, mais non pas dans Blender, mais dans Houdini. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à le manifester en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine.